Bonjour, je m'appelle Hadi et pendant les temps que vous m'avez accordé, je vais vous présenter tout d'abord ma programmation didactique et puis l'une des 12 situations qui la composent. Tout cela en référence à l'ordre du 6 mars 2023 qui établit ce processus sélectif. Je vous préviens qu'au cours de cet exposé, je vais vous envoyer à des différentes pages du document. Donc, soyez attentifs. Mais tout d'abord, il faut se poser deux questions. La première, ce serait pourquoi est-ce qu'il faut créer une programmation? Non seulement parce que la loi nous l'impose, mais en fait, la programmation nous aide à améliorer notre pratique pédagogique tout en évitant l'arbitraire. Et la deuxième question serait, et pourquoi présenter une programmation de l'OE dans ce concours? D'un côté, c'est parce que c'est l'avenir imminent de notre système éducatif, mais de l'autre côté, je m'étais dit que, étant donné la situation actuelle du fleu dans l'enseignement secondaire obligatoire, il faut que je partage l'amour et la passion que j'ai envers cette langue à mes élèves dès leur première année avec nous. Donc, j'ai décidé de partir des différents apports des didacticiens comme Gimeno et Pérez Gomez qui nous parlent des trois niveaux de concrétisation. Le premier niveau de concrétisation est celui qui se trouve aux administrations éducatives et c'est donc celui qui compose les cadres législatifs en vigueur. Dans ce cas-là, dans ce premier niveau de concrétisation, il est à la fois sous-divisé. D'un côté, au niveau national, nous avons la loi organique qui modifie la loi organique de l'éducation du 29 décembre 2020 et ensuite, nous avons aussi le Royal Décret 217-2022 qui établit l'organisation et les enseignements de base pour l'enseignement secondaire obligatoire. De même, au niveau régional, c'est-à-dire pour l'Andalousie, nous avons encore d'autres textes comme la loi de l'éducation en Andalousie du 10 décembre 2007, et oui, elle est toujours en vigueur, et on a aussi l'instruction 1-2022 qui établit certains aspects de l'organisation pour la première et la troisième année de l'enseignement secondaire obligatoire pour l'année scolaire 2022-2023. Donc, après ce premier niveau de concrétisation, nous avons un deuxième niveau de concrétisation correspondant alors à notre projet éducatif. Les projets éducatifs et les documents qui relient et qui met en rapport les premiers niveaux de concrétisation avec les caractéristiques spécifiques de notre établissement et ses propres défis. Et puis dans un troisième et dernier niveau de concrétisation, c'est là que nous trouvons notre programme. Notre programmation qui est en fait les documents que vous avez devant vous, que je suis en train de défendre. Et donc ce troisième niveau de concrétisation est le plus proche aux élèves. Et il va alors mettre en rapport les caractéristiques spécifiques de notre groupe classe et de notre matière avec les deux niveaux de concrétisation dont je viens de parler. Donc, ceci dit, alors, vous voyez bien cette clé, je dis toujours que cette clé représente le français, car comme Frank Smith l'affirme, une langue vous place dans un couloir pour la vie, mais deux langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin. Donc, c'est pourquoi j'aimerais offrir à mes élèves cette clé. Cette clé avec laquelle ils pourront ouvrir autant de portes que le français le peut. Notre but ultime, ce sera de développer chez eux une vraie compétence communicative en langue française. Mais alors, où est-ce que je vais mettre en place ces programmes? Ce sera à Séville, la capitale de notre région, et que, comme vous connaissez probablement très bien, elle possède un énorme patrimoine artistique et culturel qui attire de nombreux touristes tout au long de l'année. Donc, dans ce contexte-là, il faut apprendre le français, car il n'y a pas que les Anglais qui viennent. Ensuite, par rapport à notre établissement scolaire, ce que j'apprécie énormément, c'est le fait de pouvoir travailler avec les tableaux numériques intelligents et aussi d'avoir de la connexion Internet. De même, je pourrais utiliser la salle d'informatique ou la cour dès que nécessaire. Mais pour ça, il va falloir attendre un petit moment à ma soutenance de ma situation d'apprentissage. On a parlé de la ville, on a parlé de notre établissement scolaire, et les plus importants, qui sont alors nos élèves? Il s'agit d'un groupe de 28 élèves d'entre 11 et 12 ans qui sont en première année de l'ESO. Ils étudient le français depuis la 5e année du primaire et il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. Mais il n'y a pas d'élèves redoublants. Par contre, nous devons souligner la présence de notre petit Pierrot, dont le père est français et donc alors il maîtrise parfaitement la langue française à l'oral. Mais il a quelques lacunes à l'écrit et vous allez voir comment je vais m'y prendre avec lui. Ensuite, les administrations éducatives nous disent que l'objectif de l'éducation, c'est de faire que nos élèves atteignent des objectifs à la fin de l'étape.
Notamment, nous allons participer au développement et à l'obtention de l'objectif I, qui nous dit que l'élève est capable de comprendre et de s'exprimer dans une ou plusieurs langues étrangères de façon adéquate. Évidemment, nous participerons aussi au développement d'autres objectifs comme les I, qui est par rapport aux cultures étrangères, mais à l'art, à l'objectif B aussi. Donc, évidemment, à tous, mais c'est celui-là qui est le plus étroitement lié à notre matière. Et comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif? Ce sera à partir des éléments composant notre curriculum. Ces éléments sont au nombre de 5. Et donc, ce sont la base de notre système éducatif et donc, c'est la clé de voûte que nous devons suivre pour réaliser et atteindre l'objectif. Donc, tout d'abord, nous avons les compétences clés. Ces compétences sont les habiletés indispensables pour que nos élèves puissent faire face aux défis qu'ils trouveront tout au long de leur vie. Selon la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 22 mai 2018, l'un de ces défis serait, et je cite littéralement, vivre et coopérer dans des sociétés ouvertes et changeantes, tout en valorisant la diversité culturelle et personnelle comme source d'enrichissement personnel en s'intéressant à d'autres langues et cultures. Évidemment, dans ce défi, c'est à nous de faire en sorte que nos élèves réussissent le mieux. Et quelles sont alors ces compétences clés? Elles sont définies dans l'article 11 du Royal Décret. Et nous avons notamment la compétence en communication linguistique que nous devons évidemment travailler. Car je pense que quand on a appris par exemple le mot hésiter en français, après on se rend compte qu'ils existent aussi en espagnol, hésitar. Donc évidemment en travaillant la langue étrangère, on va apprendre et améliorer notre compétence en langue maternelle. De même, nous avons la compétence plurilingue. Évidemment, si on travaille autour des Français, il est plus qu'évident que l'on va aussi évidemment développer cette compétence. Dans l'ère du numérique, évidemment, nos élèves qui sont en première année de l'ESO, ils savent très bien ce que c'est un écran et comment y toucher, mais ils ne savent pas très bien trier et gérer l'information qu'ils trouvent sur la toile. Donc, c'est à nous de les guider dans ce schéma-là. De même, nous allons faire qu'ils développent la compétence personnelle et sociale d'apprendre à apprendre, car ils vont travailler de façon autonome et coopérative. Puis, la compétence citoyenne sera aussi l'une des autres compétences qu'ils vont développer, car évidemment, étant donné que l'agenda 2030 nous dit que les élèves doivent devenir des vrais citoyens actifs, c'est à nous en fait de les guider dans ce monde du respect envers les autres. Nous ne pouvons pas négliger non plus la compétence entrepreneuriale qui nous dit que l'élève doit prendre de l'initiative et être créatif. Et vous allez voir qu'à partir de nos tâches finales, ils vont le faire. De même, et on arrive vers la fin de ces compétences, nous avons donc la compétence en conscience et expression culturelle. Vous le savez bien, apprendre un code ne suffit plus, il faut aussi apprendre les aspects socioculturels de la langue. Et finalement, nous avons la compétence en sciences et mathématiques des bases, ou STEM, par ses sigles en anglais. Et on ne va pas se mentir, elle n'est pas étroitement liée à notre matière. Mais nous allons la faire travailler, la faire développer, mais vous allez voir comment dans quelques minutes. Donc nous avons ces compétences clés que nous devons développer avec tous nos autres camarades, tous nos autres collègues et toutes les autres matières. Et comment le faire, nous, dans notre cours de français? Ça va à partir des autres éléments du curriculum, comme c'est les compétences spécifiques, les critères d'évaluation et les savoirs de base. Donc, d'un côté, nous avons les compétences spécifiques. Les compétences spécifiques, ce sont l'objectif spécifique de notre matière. Donc, dans ces cas-là, c'est les points où nous voulons amener nos élèves, c'est les points d'arrivée de notre matière. Et comme le dit Sénèque, et oui, je dis bien Sénèque, celui de notre portail d'éducation, il faut bien connaître là où l'on va, il faut bien connaître nos destinées, car il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc, évidemment, nous devons les connaître. Et quelles sont alors ces compétences spécifiques? Nous en avons 6. La première serait comprendre des textes écrits et des textes oraux. La deuxième compétence porte sur produire des textes écrits et des textes oraux. La troisième nous parle d'interagir de façon adéquate. Et la quatrième nous dit qu'il faut médier en différentes langues pour transmettre de l'information. Puis, dans la cinquième compétence, il faut que nos élèves réfléchissent au fonctionnement des langues et à son propre apprentissage. Et puis, dernièrement, nous avons la sixième compétence qui nous dit qu'il faut mettre en valeur de la culture que l'on apprend.
Donc, ce sont aussi compétences, ok? Et alors, il faut les travailler. Comment les travailler? En fait, les compétences spécifiques ont deux autres éléments qui lui sont liés. D'un côté, dans l'instruction 2001-2022, nous avons les critères d'évaluation. On a 16 critères d'évaluation. Mais on a entre 2 et 3 critères d'évaluation pour chacune des compétences spécifiques. Ici, à titre illustratif, je ne mettrai qu'un critère ou deux pour chacune de ces compétences. Et de l'autre côté, nous avons les savoirs des bases. Les savoirs des bases, quant à eux, représentent les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour l'accomplissement et le développement de nos compétences spécifiques. Donc, nous devons dire qu'ils s'articulent en 3 blocs. D'un côté, nous avons les blocs A, c'est celui des communications. Nous allons travailler les aspects purement linguistiques, comme la grammaire, la phonétique, les lexiques. Puis, d'un deuxième côté, nous avons les blocs B, c'est le plurilinguisme. Et finalement, les blocs C. Ce qui est très important aussi, qui est de respecter l'interculturalité. Donc, comment est-ce que nous pouvons alors gérer et mettre en rapport tous ces éléments du curriculum? Donc, si nous voulons par exemple faire développer la compétence spécifique numéro 1, comprendre le texte écrit et les textes oraux, nous allons évaluer. Dans ce cas-là, nous allons prendre à titre d'exemple les critères 1.2 qui nous dit que l'élève va comprendre et valoriser les textes écrits et les textes oraux. Alors, dans l'instruction, ces critères d'évaluation sont liés à des savoirs des bases spécifiques. Dans ces cas-là, nous en avons plusieurs, mais nous allons remarquer notamment le 2A7 qui est l'étude du lexique. Ainsi, si l'élève comprend le lexique, il a travaillé le lexique, il va alors pouvoir comprendre un texte qui porte et qui a ce lexique étudié. Je pense que jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Ok. Donc, pour accélérer un peu, on va dire que pour la deuxième compétence, c'est la même chose. On va choisir les critères 2.1, la production orale, et les 2.2 qui est alors la production écrite. Alors ici nous avons évidemment des savoirs communs comme le 2A4, l'étude des fonctions, comme l'obligation, la promesse, etc. Mais aussi le 2A6 qui est l'étude de la grammaire. Évidemment, il nous faut avoir de la grammaire pour pouvoir produire correctement. Mais de même, pour ce qui est de la production orale, il faudra alors travailler la phonétique. Car bien parler, c'est bien prononcer. Donc, dans ces cas-là, nous travaillerons le 2A8. Et pour l'écrit, on ne va pas travailler la phonétique pour écrire. On travaillera alors son correspondant, l'orthographe, le 2A9. Pour interagir, nous allons nous servir du critère 3.2 qui nous dit que l'élève va planifier et participer. Dans ces cas-là, évidemment, l'instruction nous dit qu'il faudra travailler alors deux savoirs des bases. Donc ici, nous allons prendre le DA10 qui est celui des stratégies de la coproduction. Dans ces cas-là, par exemple, nous parlerons des tours de parole, comme céder, prendre la parole, poser des questions, s'intéresser à ce que dit l'autre, etc. Et dans la quatrième des compétences, nous allons médier. Dans ces cas-là, nous allons nous servir du critère 4.1 qui nous dit qu'il va inférer et transmettre de l'information. Et on va donc travailler les stratégies de médiation données par les 2 à 3, comme la définition, la reformulation, etc. Passons maintenant au bloc B et à la cinquième des compétences, dans laquelle nous allons nous servir du 5.1, qui nous dit que l'élève va comparer les langues. Et pour comparer les langues, évidemment, nous allons nous servir du DB5, qui nous parle de la comparaison directement. Donc, on va comparer, que ce soit le lexique, la syntaxe, évidemment, la syntaxe française et espagnole sont assez similaires. Et puis finalement, pour terminer ce petit tableau, pour valoriser les langues, nous allons évaluer ce savoir-être là avec les 6.2 qui nous dit que l'élève va valoriser ou apprécier la culture qu'il apprend. Et évidemment, nous allons donc évaluer grâce au 2C6 qui nous dit qu'il va refuser, qu'il va y avoir du refus vers toute conduite discriminatoire. Ça va jusque-là? Ok. Bon, alors ces savoirs des bases, en développant et en travaillant les savoirs des bases, on va alors développer les compétences spécifiques. C'est totalement lié. Et donc, une fois que nous aurons développé les compétences spécifiques, elles sont liées à travers les descripteurs opératifs au développement des compétences clés. Et les compétences clés, à la fois, nous permettront de développer l'objectif de l'étape. Et ainsi, on aura surmonté les défis éducatifs fondamentaux de la WE. Puis,
J'aimerais dire aussi que j'ai établi 12 situations d'apprentissage qui a chacune d'entre elles 5 séances. Évidemment, le rythme pourra varier en fonction du rythme d'apprentissage de mes élèves. Mais normalement, j'avais établi de faire les 5 premières situations dans le premier trimestre, les 4 suivantes avant Pâques et les 3 dernières au dernier trimestre. Cela est ainsi car la LOMLOE nous dit qu'il faut que l'on mette en marche les plans de rattrapage à la fin de juin et non pas en septembre comme c'était le cas jadis. Ceci dit, nous avons aussi dans la loi, dans l'article 29 de la LOMLOE ou dans l'article 6 du Royal Décret, certains principes pédagogiques. Ces principes pédagogiques constituent alors l'un des piliers de notre éducation. Nous allons d'un côté travailler des aspects comme la lecture, car évidemment, il faut que l'on travaille la lecture dans toutes les matières, puisque un élève qui lit sera un adulte qui pense. Mais de même, nous allons travailler aussi d'autres aspects comme l'interaction orale écrite, l'expression orale, l'éducation autiste, ou d'autres valeurs comme celles prônées dans l'article 39 de la LEA, comme l'éducation non sexiste, l'éducation à la santé, à la consommation. Et ces valeurs-là seront alors liées à chacune des situations d'apprentissage. De même, nous avons mis en place, donc je parlais déjà de ces valeurs qui composent la transversalité, mais de même, on a mis en place un projet interdisciplinaire avec notre collègue, la prof d'anglais, qui va travailler les mêmes savoirs et les mêmes compétences, car évidemment, nous sommes anglais et français sous les 4 langues étrangères dans la loi. Donc, on va travailler les mêmes situations dans notre projet interdisciplinaire. Notamment, par exemple, à l'unité 8, on va tous les deux faire une recette. Et de même, il faut parler alors du point fort, car pour faire et pour donner réponse à tout ce qui nous donne la loi, il faut le travailler d'une façon amusante et ludique. Donc dans ces cas-là, il faudra parler de méthodologie. Et oui, donc notre méthodologie sera d'un côté participative et active, car j'aimerais mettre mes élèves dans une ambiance propice dans laquelle ils puissent se sentir à l'aise pour s'exprimer et pour parler librement. Ensuite, ils vont parler assez souvent, surtout par le biais des tâches finales. Alors, il est évident qu'ils vont faire 2 tâches finales. Donc d'un côté, ils vont faire une tâche finale à l'écrit, qui sera une bande dessinée, une planche d'une bande dessinée. Donc ils la feront à travers l'application BEDNF, c'est l'application pour créer des bandes dessinées de la Bibliothèque nationale française, que je vous recommande absolument, parce que c'est très facile à utiliser et ça marche très bien. Et d'un autre côté, ils feront une vidéo pour chacune des situations d'apprentissage où ils nous raconteront leur vie, totalement évidemment liées au sujet que l'on aborde dans nos cours. À la fin de l'année, ils recevront d'un côté la bande dessinée imprimée, qu'ils apprécieront beaucoup parce que ce sera leur premier livre qu'ils auront déjà écrit, et de l'autre côté, ils recevront aussi une clé, alors pas cette clé-là, mais cette clé-là, une clé USB avec toutes les vidéos qu'ils auront fait pendant l'année, et comme ça ils pourront voir leur progrès, non seulement en langue française, mais aussi leur progrès en tant que personne, en tant qu'étudiant, et donc ils pourront voir comment est-ce qu'ils ont évalué et ils apprécient énormément. Pour ce faire, évidemment, cela est motivant pour nos élèves, mais il faut aussi que l'on motive autrement. Donc, par exemple, on va faire des activités gamifiées, donc on va mettre en œuvre la gamification, et aussi on va utiliser beaucoup les TIS, car vous le savez bien, écran allumé, intérêt éveillé. Mais j'ai aussi une troisième astuce, c'est que j'ai un système de bons points, et donc pour les élèves qui ont le plus de bons points à la fin de chaque situation d'apprentissage, ils recevront l'une de ces cartes de motivation qui disent par exemple « mettre du temps ». Tu peux utiliser cette carte pour remettre ta tâche finale une semaine plus tard. Ou encore, le double. Tu peux changer ta place pour celle d'un autre camarade. Mais qui n'aimerait pas? Alors je vous la laisse ici, juste au cas où vous voulez jeter un coup d'œil. Et donc, comme ça, on obtiendra nos élèves branchés dans nos cours. De même, il faut aussi que notre méthodologie soit inclusive, adaptative, et donc souple, parce que évidemment nous trouvons de la diversité en classe et pas tout le monde comprend de la même manière, et dans ces cas-là évidemment j'ai une petite astuce, c'est le travail coopératif. Ainsi les élèves pourront s'entraider entre eux et améliorer leurs compétences parce que chacun pourra aider l'autre.
Et puis évidemment, il faut donc parler, comme je dis, des méthodologies. Et cette méthodologie sera alors mise en place à travers une série d'activités. Il faudra nommer notamment les activités qui sont d'un côté pré-instructives, celles qui se font donc pour connaître les points de départ de nos élèves dans chacune de ces situations, puis les activités instructives où nous travaillons tous les savoirs de base dont je viens de parler, et puis finalement les activités finales ou les tâches finales de la BD et de la vidéo où ils devront prouver qu'ils ont développé les compétences spécifiques. Ainsi, nous avons aussi d'autres types d'activités comme les activités charnières ou de détente, mais évidemment avec toutes mes activités que vous allez voir par la suite, vous allez voir que toutes les activités, même si elles sont pré-instructives ou instructives, sont déjà motivantes et charnières. De même, on ne peut pas oublier le fait d'autres types d'activités que nous avons, comme les activités complémentaires, notamment la chandelière, parce que qui n'aime pas manger une bonne crêpe. Et ensuite aussi les activités comme les sorties scolaires. Par exemple, je noterai ici le fait qu'on va aller voir un film français, sous-titré espagnol évidemment, parce qu'ils sont encore très petits, mais qu'ils apprécient aussi énormément. Et aussi, les activités doivent faire attention à la diversité que l'on trouve en cours. Évidemment, nous sommes très conscients que tout le monde n'apprend pas de la même manière, et c'est pourquoi la LOMLOE nous dit déjà comment aborder cette attention à la diversité. Ce sera à travers la conception universelle de l'apprentissage, ou en espagnol, le DUA. Cette conception universelle de l'apprentissage nous donne 3 maximes pour mettre en œuvre dans nos cours. Le premier serait celui d'offrir plusieurs moyens de représentation, car évidemment tout le monde ne lit pas ou n'acquiert pas l'information de la même manière. D'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression, car évidemment les élèves doivent aussi avoir des différents types d'activités à réaliser pour mettre en œuvre ces habiletés. Et finalement, offrir la possibilité de motiver nos élèves. Évidemment, cela sera répondu à travers notre méthodologie, comme je viens de dire. Et à part les QA qui nous sert pour les mesures générales et dans lesquelles aussi nous inclurons des activités de renforcement et d'approfondissement que nous mettrons sur Classroom, on a aussi des mesures spécifiques. N'oubliez surtout pas mon petit Pierrot qui parle le français très bien à l'oral. Alors pour lui, il m'aidera beaucoup pour les activités orales et pour expliquer aussi à ses camarades lorsque j'explique quelque chose en français que les camarades parfois ils ne comprennent pas. Donc là, Pierrot jouera un rôle essentiel. De même, je lui donnerai aussi d'autres activités sur Wordwall, sur Classroom, pour qu'il m'envoie et que je puisse vérifier son progrès. Évidemment, comme dans tout processus d'apprentissage, il faut aussi que l'on parle de l'évaluation. L'évaluation, dans ce cas-là, j'ai établi une double évaluation. D'un côté, on aura l'évaluation du processus d'apprentissage, où j'évaluerai d'un côté les processus d'apprentissage, et puis de l'autre, les processus d'enseignement. En ce qui est du processus d'apprentissage, je vais aborder cette question en partant des 3 questions. Quand, qu'est-ce que et comment je vais évaluer? Quand? Je évaluerai d'abord avec une évaluation diagnostique au début de l'année, pour connaître les niveaux de départ de nos élèves. Ensuite, je ferai une évaluation formative où, à travers les cahiers des notes et l'observation, je vérifierai le progrès de mes élèves et puis une évaluation finale à la fin de chaque situation d'apprentissage pour vérifier qu'ils ont alors développé les compétences spécifiques. N'oublions pas que nous avons aussi mis en œuvre un plan de rattrapage à la fin de juin, juste au cas où un élève aurait raté l'une des situations d'apprentissage. Mais c'est là sans oublier non plus que notre matière, c'est une langue et donc c'est une matière continue. Donc dans chacune des situations d'apprentissage, on reprendra les contenus, donc les savoirs et les compétences des situations précédentes. Ainsi, n'importe quel élève qui à un moment puisse se débrancher, il puisse encore revenir avec nous. En ce qui est du processus d'enseignement, je vais m'évaluer moi-même. Et oui, je vais évaluer d'un côté ma pratique pédagogique à travers un formulaire que je laisserai à la fin de chaque trimestre sur Classroom pour que mes élèves me le renvoient de façon anonyme sur Google Form. Mais aussi, j'aurai aussi des réunions et des réflexions critiques avec les autres collègues, avec les autres profs du département pour évaluer notre projet, notre programme. Évidemment, cette partie-là est fondamentale dans notre pratique,
car nous devons toujours essayer et veiller d'améliorer, que ce soit notre pratique ou notre projet. Finalement, la fin approche et j'aimerais alors citer quelques ressources utilisées, comme c'est le cas du cadre législatif en vigueur, mais aussi des différents auteurs comme Gimeno et Pérez Gomez, aussi des Krashen qui nous donnaient des clés pour l'affectivité dans la méthodologie ou des Brunner pour l'apprentissage significatif. Vous les avez tous dans la page 60 de mon programme si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et je n'aimerais pas finir sans donner une petite conclusion, car au-delà des considérations présentées ici, j'aimerais montrer à mes élèves que l'apprentissage du français va leur faciliter non seulement le chemin vers l'avenir professionnel, mais aussi la connaissance d'une langue, d'une culture et d'un peuple qui a beaucoup à dire dans l'Europe des nations. J'espère ne pas trop vous ennuyer, car il nous reste encore une petite demi-heure. Mais bon, alors c'est